Je suis ravie de faire d'animer une partie de cette matinée. Je remercie évidemment l'ensemble de l'équipe de l'ISTO pour cette invitation. Alors, le thème que j'ai proposé, qui est riche en actualité, c'est l'actualité de la preuve. C'est une actualité jurisprudentielle, hein, avec des arrêts très importants de la Cour de cassation, puisqu'il y a même un arrêt d'assemblée plénière qui a été rendu en décembre 2023, dont je vais vous parler. Alors, je vous partage si j'arrive à avoir la main sur comment je fais pour faire le plein écran, parce que j'ai ça qui me gêne. J'arrive pas à mettre le plein écran. En bas à droite, dans à gauche à gauche Ah, du oui. son là. Non, encore à droite, encore un petit peu à droite, encore. Stop, Ouais, ici. super, merci. De rien. Parce que j'ai la bande quitter la réunion que c'est enregistré, du coup j'ai un peu de mal. Bon. Alors, on va donc commencer. Je vais diviser mon propos en deux temps, très classiquement. Sur les répartitions, la charge de la preuve, on va voir qu'il y a eu de nouvelles solutions qui viennent bousculer un peu le partage de la charge de la preuve. Et ensuite, dans un deuxième temps, je vous parlerai des nouveaux modes de preuve recevables qui ont été admis par la Cour de cassation. Alors, tout d'abord, donc, de nouvelles répartitions de la charge de la preuve. Alors, je vous rappelle le principe de la charge de la preuve, hein, puisque vous avez un article du Code civil, l'article 1353 du Code civil, qui est l'ancien 1315, ainsi que l'article 9 du Code de procédure civile, qui prévoit que la charge de la preuve incombe en principe au demandeur de l'allégation. Cette règle a été écrite pour le droit des obligations, mais elle est aujourd'hui généralisée. Si la preuve n'est pas apportée, le demandeur succombe et sa demande est alors mal fondée. Donc, ce texte a vocation à s'appliquer dès lors qu'on n'a aucun texte particulier qui prévoit une règle dérogatoire. Et en droit du travail, on a des textes dérogatoires, mais évidemment, on a beaucoup de silence du Code du travail sur la répartition de la charge de la preuve. Et donc, il a vocation à s'appliquer quand aucune dérogation n'est prévue. Exemple, je vais vous donner deux exemples où on a utilisé ce texte. En dehors du droit des obligations, c'est la diapo d'après. En matière d'abus de droit, par exemple. Donc, c'est un arrêt de la Chambre sociale du 20 mars 2024. C'est une solution tout à fait classique. Et celui qui invoque l'abus doit prouver cet abus. Preuve assez difficile à apporter. Alors, dans l'espèce, c'est un cas un peu particulier puisque c'était un salarié, cadre dirigeant, qui avait été convoqué à un entretien préalable de licenciement disciplinaire. Et pendant la procédure, il fait valoir ses droits à la retraite. L'employeur conteste ce départ à la retraite parce que ça avait des conséquences en fait financières et notamment la prévoyance collective, et il invoque un abus de la part du salarié à faire valoir ses droits à la retraite. La Cour de cassation indique que le salarié est libre de faire valoir ses droits à la retraite dès lors que ceux-ci lui sont ouverts, et même en présence d'une procédure disciplinaire, de licenciement disciplinaire, sauf à ce que l'employeur rapporte la preuve d'un abus de droit de sa part. Or, en l'espèce, la preuve n'a pas été rapportée, donc il est débouté en fait de sa demande et la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l'arrêt, donc de la Cour d'appel. Évidemment, si l'abus est invoqué par le salarié, ça sera au salarié d'apporter la preuve de cet abus, qui n'est pas défini par ailleurs par le Code du travail. Deuxième exemple, cette fois-ci du côté du salarié, en matière de prise d'acte. En matière de prise d'acte, la Cour de cassation a déjà eu l'occasion de rappeler que l'article 1235-1 du Code du travail, qui prévoit l'aménagement de la charge de la preuve en matière de licenciement, est inapplicable à la prise d'acte. Donc, on revient au droit commun, à l'article 1353, et c'est donc au salarié d'apporter la preuve des manquements de l'employeur pour justifier la rupture. Et à défaut, alors il ne succombe pas tout à fait dans sa demande, enfin si en partie, parce qu'elle ne produira pas les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais cette prise d'acte produira les effets d'une démission. Alors, tout dépend cependant de l'obligation qui est en jeu dans cette prise d'acte ou en cas de demande de résiliation judiciaire. En effet, en droit des obligations,
il faut faire une distinction selon, en fait, la nature de l'obligation, si elle est une obligation de résultat ou une obligation de moyens. Donc, l'article 1353 du Code civil nous dit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, c'est-à-dire qu'il doit prouver l'existence de cette obligation. Il doit donc prouver, par exemple, l'existence d'un contrat de travail. Et c'est à l'employeur, ensuite, à l'autre partie, donc souvent c'est l'employeur, de prouver qu'il est libéré de son obligation ou qu'il l'a remplie ou qu'il y a une cause d'exonération, en fait, qui le décharge de son obligation. Alors, ce schéma probatoire est aménagé selon la nature de l'obligation. S'il s'agit d'une obligation de résultat, le débiteur, donc imaginons que ce soit l'employeur, doit alors prouver qu'il a exécuté ou qu'il est libéré, et le fait de ne pas atteindre le résultat qui était promis présume le non-respect en fait de cette obligation. Nuance, lorsque vous avez une obligation de résultat atténuée, le débiteur peut aussi s'exonérer en prouvant qu'il y a une cause étrangère sans qu'on ait besoin de caractériser les éléments de la force majeure, c'est-à-dire le caractère extérieur imprévisible et irrésistible. S'il s'agit maintenant d'une obligation de moyens, le créancier doit alors établir que l'exécution est défectueuse, qu'elle est mauvaise, qu'elle est en retard, qu'elle n'est pas complète. Et s'il s'agit d'une obligation de moyens renforcée, il y a une présomption de faute du débiteur, mais ce dernier pourra s'exonérer en établissant qu'il n'a pas commis de faute. Donc on voit qu'il y a des degrés en fait dans les obligations et que l'obligation de moyens renforcée en fait se rapproche quand même de l'obligation de résultat puisqu'il y a une présomption de faute en fait de la part du débiteur, mais les causes d'exonération sont plus ouvertes. Alors, application de cette jurisprudence et de cette distinction pour les obligations de résultat. Donc, par exemple, l'obligation d'obtenir le paiement d'une somme d'argent, c'est une obligation de résultat. Le paiement du salaire, c'est une obligation de résultat. Donc, un arrêt de 2013 rappelle cette solution. Donc, le salarié doit prouver en fait l'existence du contrat de travail et c'est à l'employeur de prouver qu'il est libéré, qu'il a déjà payé en fait ou que le salarié n'a pas effectué la prestation qui était attendue. Illustration récente d'obligations qui ont été considérées comme obligations de résultat. C'est donc à l'employeur d'apporter la preuve qu'il a une cause étrangère et qu'il a bien exécuté ou qu'il a bien été libéré de cette obligation. C'est le cas de la justification du motif du recours au CDD. Donc ça a été rappelé dans un arrêt du 24 janvier 2024. Également, arrêt du 14 décembre 2022 du respect des seuils et des plafonds prévus par le droit de l'Union et des durées maximales donc en termes de temps de travail. Cette obligation donc du respect et de l'exécution incombe à l'employeur. Et également, dans un arrêt du 10 janvier 2024, du nombre de jours de RTT qui ont été effectivement accordés aux salariés. Alors, illustration maintenant, lorsque vous avez une obligation de moyens. Alors, c'est le cas de l'obligation de prévention des risques professionnels, puisque vous savez depuis les arrêts de 2015, Air France, l'obligation de sécurité n'est plus une obligation de résultat. Dans cette affaire, donc, c'est un salarié qui demande la résiliation judiciaire pour un manquement de l'employeur à son obligation de prévention des risques professionnels. La cour d'appel déboute le salarié de sa demande au motif qu'il n'apportait pas la preuve du manquement de l'employeur à son obligation de prévention des risques professionnels. La Cour de cassation casse l'arrêt pour inversion de la charge de la preuve et elle nous dit que lorsque le salarié invoque un manquement de l'employeur à cette obligation, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il a pris toutes les mesures nécessaires à la protection des salariés. Alors, la Cour de cassation avait déjà indiqué dans un arrêt du 15 novembre 2023 que cette obligation est une obligation légale, et elle est prévue par les articles L 4121-1 et suivants du Code du travail, mais en réalité, c'est une obligation de moyens renforcée.
garde cette qualification puisque, en fait, on présume le manquement et c'est à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir ces risques. Alors, toute la question hein, est de savoir quelles sont toutes les mesures justement qu'il doit prendre et jusqu'où il faut aller dans cette prévention des risques, aussi bien avant la réalisation du risque qu'après la réalisation du risque pour en limiter les conséquences dommageables. Alors, en dehors de ce droit commun, vous avez des aménagements en droit du travail, vous avez des présomptions simples qui inversent la charge de la preuve, irréfragable pour laquelle la preuve inverse n'est pas possible. Et puis, vous avez un certain nombre de textes hein, qui partagent la charge de la preuve, par exemple en matière de licenciement, l'article 1235-1 qui nous dit que les deux parties doivent apporter les éléments au soutien de leur demande et en cas de doute, le doute profite aux salariés. Vous avez également l'aménagement en matière de discrimination et en matière de temps de travail. Alors, en matière de temps de travail, je vais vous en dire quelques mots, puisqu'il y a eu quelques arrêts récents dans ce sens, puisqu'on a un partage de la charge de la preuve qui est prévu par l'article L3171-4, qui indique que l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectués et réalisés par le salarié. Et au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après éventuellement avoir ordonné des mesures d'instruction. Alors, ce texte a fait l'objet d'une jurisprudence qui a assoupli en fait la charge de la preuve qui incombe au salarié. Et on a eu une ancienne formule puisque des arrêts de 2004 ou de 2007 indiquaient que le salarié devait fournir préalablement au juge des éléments, je cite, de nature à étayer sa demande. La Cour de cassation, en 2020, a assoupli en fait ce critère et nous dit en fait que désormais, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Et le juge ensuite formera sa conviction compte tenu de l'ensemble de ces éléments. Cette jurisprudence de 2020 a été confirmée par plusieurs arrêts du 27 janvier 2021, 14 décembre 2022 et également l'arrêt d'assemblée plénière du 22 décembre 2023 en matière aussi de mode de preuve. Et cette évolution provient en fait d'un arrêt de la CJUE de 2019 qui a permis cet assouplissement. Alors, les conséquences de cette évolution, c'est que du côté du salarié, il doit apporter un certain nombre d'éléments qui sont suffisamment précis, mais pas si précis que ça, en fait, comme en témoignent les arrêts postérieurs, notamment dans l'arrêt d'assemblée plénière du 22 décembre 2023. On a considéré qu'il était suffisamment précis des relevés d'heures qui étaient établis par ordinateur et apportés par le salarié. De même, dans un arrêt du 15 mars 2023, cette fois-ci de la Chambre sociale, ou l'arrêt du 28 février 2024, le salarié peut apporter à l'appui de sa demande un simple tableau qu'il a rempli manuellement et qui va indiquer le nombre d'heures qu'il a effectuées, sans préciser forcément les horaires, sans forcément préciser non plus les temps de pause journaliers qu'il a pu avoir. Donc ça, c'est du côté salarié. Du côté employeur, normalement, l'employeur est tenu de mettre en place un enregistrement fiable des horaires, mais la Cour admet que même en son absence de ce contrôle du temps de travail, l'employeur peut apporter également d'autres éléments en fait au soutien de la contestation en fait du nombre d'heures demandées par le salarié. C'est notamment le cas dans un arrêt du 7 février 2024 où l'employeur avait apporté, ça a été considéré comme recevable, un cahier en fait de relevé d'heures qu'il avait établi quotidiennement par l'employeur de façon manuscrite. Hein, donc là aussi, c'était un relevé qu'il avait fait de manière manuscrite et qui avait été complété par des attestations de témoignage. Donc, bien évidemment, on verra hein, que le juge a un pouvoir d'appréciation de ces éléments de preuve, mais
en fait, on a un assouplissement des éléments de preuve qui ont été acceptés par la Cour de cassation. Alors, toujours dans cette évolution, on a également eu une dispense de la preuve au profit du salarié qui a été ravivée. C'est la fameuse théorie du préjudice nécessaire. Donc, cette jurisprudence avait été posée par la Cour de cassation dans les années 90. Elle avait été abandonnée partiellement dans les années 2016. L'idée, c'est que lorsque on a un manquement de l'employeur à ses obligations, le salarié n'a pas la preuve de son préjudice à apporter, il est dispensé en fait de cette preuve pour être indemnisé. Le manquement engendrant nécessairement un préjudice qu'il convient donc d'indemniser. Alors, cette solution doit être précisée puisque l'employeur ne peut pas non plus apporter la preuve de l'absence de préjudice ou que le préjudice soit incertain ou hypothétique. Ça a été rappelé dans un arrêt du 22 mars 2023 en matière d'élection, je vais vous en reparler. Donc, ça pose en fait une présomption irréfragable de l'existence d'un préjudice. Après, il faudra évidemment, pour mesurer le préjudice et fixer le montant de la rémunération, peut-être apporter des éléments, mais en tout cas, ce préjudice est présumé exister. Alors, cette jurisprudence a été ravivée tout d'abord dans un certain nombre de matières et de solutions qui ont été rendues en matière de temps de travail, sous l'influence notamment du droit de l'Union européenne. Vous avez eu un arrêt de 2010 de la CJUE qui considère que le non-respect par l'employeur d'un certain nombre de dispositions, et notamment les durées maximales de travail hebdomadaire, lui cause de ce seul fait un préjudice. Et cette jurisprudence a été reprise par la Cour de cassation dans des arrêts de 2022 et de 2023, que vous avez à l'écran, et qui concerne le dépassement des durées maximales, donc hebdomadaires et quotidiens. Et vous avez l'arrêt du 27 septembre 2023 qui concerne les durées maximales de travail pour le travail de nuit, calculées donc sur une certaine période. Donc, en matière de temps de travail, il semble que la théorie du préjudice nécessaire ait retrouvé en fait toute sa vigueur. Mais vous avez également des arrêts qui ont été rendus dans d'autres hypothèses. Et toute la question est de savoir quelle est la portée en fait de ce revirement de jurisprudence. Est-ce qu'il faut une obligation essentielle? Est-ce qu'il faut nécessairement du droit de l'Union? On s'aperçoit que non. On peut avoir des solutions en dehors des droits, du droit de l'Union européenne, en dehors des obligations essentielles. Alors, exemple de cet retour de cette théorie du préjudice nécessaire dans le cadre des élections des représentants du personnel. Donc, en cas de non-respect de l'obligation de mettre en place un CSE et à défaut de PV de carence, cela cause nécessairement un préjudice aux salariés qu'il convient donc d'indemniser. Les premiers arrêts ont été rendus dans le cadre d'une procédure de licenciement économique parce que vous avez un texte, l'article 1235-15, qui prévoit une indemnisation forfaitaire d'un mois de salaire. Mais ça a été complété dans un arrêt du 28 juin 2023, en dehors du licenciement pour motif économique, et qui a donc généralisé cette solution. Et elle se fonde ici sur l'article L 2313-1, qui prévoit la mise en place obligatoire du CSE. En revanche, lorsque l'employeur n'a pas respecté son obligation de mettre en place des élections partielles, là c'est un arrêt du 4 novembre 2020, il n'y a pas cette théorie du préjudice nécessaire. Il faut que le salarié prouve qu'il a effectivement subi un préjudice pour être indemnisé. On considère qu'il y a en fait déjà des représentants du personnel. Certes, ils ne sont pas aussi nombreux qu'ils devraient l'être, mais la représentation existe. Autre exemple, en cas d'atteinte au droit à l'image, c'est un arrêt du 14 février 2024. Le salarié n'avait pas consenti à l'utilisation de son image à des fins de promotion et de publicité. La Cour de cassation considère qu'il y a une atteinte au droit à l'image et qui génère un préjudice nécessaire qui doit être réparé. Dernière étape,
et dernière comment dire, évolution jurisprudentielle, c'est lorsque on a une dispense en fait de la preuve au profit du salarié qui avait été mis en place par la Cour de cassation, notamment en cas d'atteinte au droit d'agir en justice et en cas de harcèlement, qui a été atténuée par la Cour de cassation en cas de licenciement qui repose sur une cause réelle et sérieuse. Alors, petit retour en arrière, dans un arrêt du 6 février 2013, la Cour de cassation avait admis que le droit d'agir en justice est un droit fondamental et qu'un salarié qui est licencié pour avoir exercé son droit d'agir en justice peut demander la nullité de son licenciement. Cet arrêt était également important parce qu'il avait mis en place un aménagement de la charge de la preuve, une forme de présomption, lorsqu'il y avait une concordance temporelle entre l'action en justice et le licenciement du salarié ou la rupture du contrat de travail du salarié, puisque là, c'était un CDD. Et elle considérait que lorsqu'il y avait cette concordance temporelle, c'était à l'employeur d'établir qu'il ne s'agissait pas d'une mesure de rétorsion à l'encontre de cette action en justice. La Cour de cassation est revenue un peu en arrière dans un premier arrêt le 9 octobre 2019 en indiquant que lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient alors au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à cette action en justice. Cette solution a été étendue en cas de harcèlement sexuel ou moral dans un arrêt du 18 octobre 2023 et il est précisé que justement lorsqu'il n'y a pas de cause réelle et sérieuse, alors c'est à l'employeur de démontrer l'absence de lien entre la dénonciation par le salarié d'agissement de harcèlement et son licenciement. Donc, ce n'est que quand, en fait, il n'y a pas de cause réelle et sérieuse qu'on a une dispense, en fait, pour le salarié d'apporter ce lien entre la mesure de rétorsion et la dénonciation de faits de harcèlement ou une action en justice. La même solution a été rendue en matière donc de salariés qui demandaient l'organisation d'élections. C'est un arrêt du 28 juin 2023 dont je vous ai déjà parlé. Et en matière de discrimination également, c'est un arrêt du 22 mars 2023. Alors ici, en fait, il faut quand même préciser qu'il appartient au salarié qui invoque donc une discrimination lorsque sa lettre de licenciement est fondée sur une cause réelle et sérieuse. C'est à lui d'apporter la preuve que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à une plainte antérieure au sein de l'entreprise. Et on écarte alors l'article L 1134-1 qui aménage la preuve en matière de discrimination. Donc voilà pour la charge de la preuve. Passons maintenant au mode de preuve recevable. Donc là aussi, on a eu un assouplissement de ces modes de preuve recevables. Donc, petit rappel, puisque lorsqu'on prouve des faits, la preuve est libre. Elle peut donc être apportée par tout moyen, moyens qui vont être appréciés souverainement par le Conseil des prud'hommes. Et le juge va retenir alors des éléments de preuve qui sont pertinents, qu'il juge convaincants et qui doivent être en principe réguliers. Au nom de ce principe, la Cour de cassation a admis la possibilité pour n'importe quelle partie d'apporter au soutien de sa demande des témoignages internes. Ils sont recevables, mais le juge va en vérifier et peser la pertinence et va juger notamment de l'impartialité en fait de ces témoignages apportés. Alors ça a été rappelé en 99, l'employeur peut produire des attestations qui émanent de ses propres représentants, mais en fait ils pourront être écartés si on considère qu'ils ne sont pas suffisamment pertinents ou s'il n'y a pas d'impartialité qui est garantie. Alors, il en a été de même dans un arrêt du 19 avril 2023 sur des témoignages qui ont été anonymisés a posteriori pour protéger leurs auteurs. En soi, ils ne vont pas forcément être suffisants ou déterminants, mais il faut les prendre en compte, notamment s'ils sont corroborés par d'autres éléments qui permettent justement d'en apprécier la pertinence et la crédibilité. Donc là, dans l'arrêt, la Cour d'appel les avait totalement écartés et la Cour de cassation nous dit non, on ne peut pas
totalement les écarter, il faudra exercer un pouvoir d'appréciation et prendre en compte notamment d'autres éléments qui viennent corroborer ces témoignages anonymisés. Sur le même fondement, on admet également la possibilité de produire les résultats d'une enquête interne ou externe qui serait effectuée dans l'entreprise. On écarte l'article L1222-4 du Code du travail qui normalement suppose, quand on collecte des informations personnelles, de prévenir les salariés préalablement. Ce texte est écarté dans le cadre d'une enquête qui peut être menée et qui doit maintenant, en fait, en réalité, être menée dans le cadre de soupçons de harcèlement moral ou sexuel. Et un arrêt donc du 29 juin 2022 vient confirmer donc cette position. La Cour d'appel avait écarté cette enquête en considérant qu'elle n'était pas loyale parce qu'il n'y avait pas de signature du compte-rendu, pas de durée des interrogatoires qui étaient mentionnés. Tout, en fait, remettait en cause finalement la démarche qui avait été suivie par l'employeur pour mener à bien cette enquête. La Cour de cassation considère que cette enquête n'aurait pas dû être écartée, mais que les juges du fond doivent là encore en apprécier la valeur probante au regard de l'ensemble de ces éléments. Alors, évolution donc jurisprudentielle importante au nom du droit à la preuve, puisque pendant de très nombreuses années, la Cour de cassation a appliqué l'article 9 du Code de procédure civile qui indique « Il incombe à chaque partie de prouver, et là j'insiste, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Donc, tous les éléments de preuve qui portaient atteinte à la vie privée, qui étaient illicites ou qui étaient déloyaux, des modes de preuve déloyaux, étaient considérés comme irrecevables automatiquement. La position de la chambre sociale était donc différente de la chambre criminelle et en procédure pénale. Et cette solution a évolué au nom du droit à la preuve sur le fondement de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui garantit le droit à un procès équitable. C'est le fameux arrêt Petit Bateau du 30 septembre 2020 qui vient faire évoluer cette jurisprudence, qui nous dit que ces éléments de preuve qui portent atteinte à la vie privée peuvent être recevables s'ils sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve et que l'atteinte est proportionnée. Alors, donc désormais, l'illicéité n'est plus, la preuve illicite n'est plus nécessairement irrecevable. Alors, cette jurisprudence a été confirmée dans des arrêts du 8 mars 2023 qui viennent donner une méthode au juge du fond en 3 étapes dans le raisonnement en fait à suivre pour savoir si une preuve qui porte atteinte à la vie privée est recevable ou pas. D'abord, il faut rechercher si l'employeur ou la partie, donc là c'était l'employeur, avait une raison légitime et concrète de porter atteinte à la vie privée. Donc là, c'était des arrêts qui portaient sur la surveillance. La raison légitime, ça peut être de voir s'il faut sanctionner un salarié, s'il y avait des vols dans l'entreprise, s'il y avait une potentielle atteinte à une obligation de confidentialité. Donc, dans une des affaires, c'était un badge qui avait été mis en place pour contrôler l'accès des locaux. Mais en fait, on l'utilisait pour contrôler aussi les horaires et on n'avait pas prévenu le CSE ni la CNIL. Et la Cour d'appel, en fait, l'arrêt de la Cour d'appel est cassé parce que la Cour d'appel n'avait pas vérifié justement le caractère indispensable et ce motif légitime. Deuxième étape, il faut ensuite vérifier si l'employeur avait d'autres moyens plus respectueux de la vie personnelle pour atteindre un résultat identique. Dans un autre des arrêts du 8 mars 2023, c'était une vidéosurveillance qui n'avait pas été indiquée aux salariés. La preuve est illicite. Il y avait bien une raison légitime parce qu'il y avait des soupçons de vol dans l'entreprise, mais elle a été déclarée irrecevable parce qu'il y avait d'autres moyens d'apporter cette preuve. En l'espèce, il y avait eu un audit qui avait été réalisé dans l'entreprise et cet audit, en fait, n'avait pas été produit en justice. Le résultat de cet audit n'avait pas été produit en justice. Mais il y avait donc un autre
moyen que la vidéosurveillance pour apporter cet élément de preuve et qui était moins attentatoire à la vie personnelle qu'une vidéosurveillance non mentionnée préalablement au salarié. Il doit ensuite vérifier le caractère, troisième étape, le caractère proportionné de cette atteinte à la vie privée au regard du but poursuivi. Donc, par exemple, on pourra exiger l'anonymisation, on pourra regarder la nature des éléments fournis et, par exemple, a été déclaré irrecevable comme étant disproportionné une vidéosurveillance qu'il filmait en permanence un salarié qui travaillait seul dans les locaux. Alors, cette jurisprudence a été précisée dans des arrêts du 14 février 2024. Dans un cas, on a déclaré la preuve recevable, dans l'autre irrecevable. Donc, dans le premier cas, c'était une caméra de vidéosurveillance. On n'avait pas informé le CSE ni le salarié, c'était une caissière dans une pharmacie. Donc, en l'espèce, c'était justifié, il y avait bien un motif légitime puisqu'il y avait des anomalies qui avaient été constatées dans les stocks. C'était indispensable au droit de la preuve parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen d'établir cette preuve et c'était proportionné parce qu'il n'y avait qu'un accès limité dans le temps et seule la dirigeante de la pharmacie, en fait, avait accès à ces images. Donc, on a mis en balance le droit à la vie privée et le droit, en fait, de protéger les biens de l'employeur. Dans l'autre arrêt du 14 février 2024, la preuve est déclarée irrecevable. Donc, c'était un système de géolocalisation du chauffeur qui avait été mis en place pour suivre le trajet des marchandises. Problème, donc ce système n'est pas déclaré à la CNIL. Et dans les faits, on utilise ce système de géolocalisation pour contrôler le temps de travail qui n'avait pas été indiqué. La preuve est déclarée irrecevable parce qu'il y avait d'autres moyens qui permettaient de contrôler le temps de trajet, le système de chronotachygraphe, c'est plus facile à dire, et il y avait une disproportion parce que la géolocalisation s'appliquait aussi, y compris pendant le temps de repos des chauffeurs. Alors, ce système a été étendu, cette modalité, cette façon de dire, et que la preuve qui porte atteinte à un droit peut malgré tout être déclarée irrecevable lorsqu'on porte atteinte aux données personnelles, c'est un arrêt du 8 mars 2023, ou en cas de couverture par le secret médical, c'est un arrêt du 20 décembre 2023. Donc, on retrouve exactement le même raisonnement. Dernière étape de cette jurisprudence, ce sont les arrêts de l'Assemblée plénière du 22 décembre 2023 pour une preuve, cette fois-ci, obtenue de manière déloyale par l'utilisation, par exemple, d'un stratagème ou des enregistrements audio clandestins. Donc là, c'était un salarié qui avait été licencié pour faute et grave. Et le salarié conteste son licenciement. La preuve qui est apportée par les parties, en fait, est déclarée irrecevable par les juges du fond, en raison justement du caractère déloyal de l'obtention de cette preuve. Et la Cour de cassation, dans cet arrêt d'assemblée plénière, apporte une solution, elle opère un revirement de jurisprudence en disant qu'il y a lieu de considérer désormais que dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence. Et elle reprend le caractère indispensable à son exercice et l'atteinte strictement proportionnée au but poursuivi. Donc là, elle demande à la Cour d'appel de renvoi de vérifier si ces enregistrements étaient indispensables pour prouver la faute grave, donc enregistrement apporté par l'employeur, et s'ils ne portaient pas une atteinte disproportionnée à des droits fondamentaux. Elle s'appuie sur la Cour européenne des droits de l'homme qui ne fait pas la distinction entre les preuves illicites et déloyales et elle s'appuie sur le droit à la preuve. Alors pour finir, quelques remarques sur cette évolution, c'est que cette exception de recevabilité doit être invoquée par l'une des parties. Si je vous remets la diapo d'avant, le juge doit, lorsque cela lui est demandé,
Donc, ce n'est pas au juge, en fait, de vérifier si la preuve est ou non recevable. Il faut que ça soit invoqué par la partie qui apporte cette preuve. Donc, ça veut dire qu'il reconnaît le caractère illégal, illicite ou déloyal de cette preuve, et ensuite qu'il justifie les 3 éléments. Est-ce que c'est indispensable? Est-ce qu'il y avait d'autres moyens? Et est-ce que, en fait, il y avait, justifié, indispensable, et il y avait une proportionnalité? Ce caractère indispensable va ensuite être apprécié in concreto, et la Cour de cassation, chambre sociale, a évidemment entériné cette solution dans un arrêt du 17 janvier 2024, où elle a considéré que l'enregistrement clandestin n'était pas indispensable, en l'espèce, à la preuve d'un harcèlement. Pourquoi? Parce qu'il y avait d'autres éléments qui étaient produits par l'employeur et par les parties, et notamment des enquêtes interne auquel avaient participé le médecin du travail et l'inspecteur du travail. Donc, non seulement l'enquête en fait interne, elle est désormais recevable, elle est même nécessaire au titre de l'obligation de prévention des risques professionnels, mais elle va rendre en fait du coup irrecevable d'autres éléments de preuve qui pourraient en fait comment dire, être apportés par le salarié victime de harcèlement, parce que vous avez d'autres éléments de preuve qui sont moins attentatoires à la vie privée. Je vous remercie pour votre attention.